Hello à tous et à toutes, bienvenue sur La Nourrissante, je suis Camille et ça fait littéralement 3 ans que je n'ai pas posté sur cette chaîne, alors re-bienvenue si vous m'avez découvert il y a 3 ans ou plus récemment en fait. Chaîne qui porte désormais donc un nouveau nom, La Nourrissante, mais je vais pas m'étaler plus que ça et on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ce retour, j'avais envie de parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis un petit moment en fait, qui tourne autour de vivre de sa passion, monétiser sa passion en fait, et quelle est la réalité derrière, qu'est-ce que ça induit et qu'est-ce que ça fait aussi quand on échoue à vivre de sa passion. Pour vous donner un peu de contexte, en fait, je suis chef indépendante et j'ai été prof de yoga. En fait, en 2020, je me suis mise à mon compte donc en tant que chef, surtout pour des retraites de yoga. Mais en parallèle, je voulais être aussi prof de yoga parce que je m'étais formée en 2018, sachant que la cuisine est plutôt une vocation dans le sens où c'était une voie professionnelle en fait qui est venue assez naturellement, auquel, j'ai pas pu beaucoup résister, même si voilà, j'ai essayé de faire d'autres choses, mais naturellement, ça revenait sans cesse, tandis que le yoga est venu beaucoup plus tardivement, plus comme un intérêt, plus comme un hobby, puis une passion, et ensuite j'ai eu envie donc d'essayer d'en vivre quand je me suis mise à mon compte. Le yoga à ce moment-là en fait était en plein essor, en 2020 on se souvient en fait de tous les lives, tous les cours en ligne etc qui se sont développés, et je pense que j'ai un peu suivi cette tendance, j'ai pris un peu la vague au moment où elle est venue en fait, et 6 ans plus tard, donc en 2026, le constat est assez simple et j'ai pas vraiment peur de le dire, j'ai vraiment échoué à essayer de vivre de cette passion. Je suis encore chef indépendante, mais par contre le yoga n'a plus du tout une place dans ma vie, en tout cas je médite encore un peu, j'ai encore une pratique personnelle, mais c'est plus du tout une voie professionnelle pour moi que je choisis, donc j'ai complètement, c'était un échec cuisant disons, mais au-delà de ça en fait j'ai réalisé au fur et à mesure que cette passion s'était effritée, c'est plus un centre d'intérêt profond comme ça a pu l'être avant. C'est pour ça aussi je pense que j'en parle aussi librement, j'allais dire aussi sincèrement, parce que vu que j'ai décorrélé un peu le yoga de la passion, d'un intérêt certain, le fait que j'ai pas réussi à en vivre, c'est plus un soulagement qu'autre chose. Je suis même plutôt contente de l'issue finale en fait de cette tentative de vivre de ma passion du yoga, et j'avais envie de réfléchir en fait à ce qui nous pousse à vouloir monétiser un loisir, parce que c'est quand même un peu bizarre en fait quand on y pense. Il y a une part d'étrangeté je crois, et aussi en fait du soulagement que ça peut être d'abandonner soit cette passion, soit en fait cette volonté de la monétiser. La quête de la passion comme métier, comme source de revenus est quand même assez récente, j'ai l'impression, en tout cas c'est plus récemment c'est valorisé depuis plus récemment, depuis quelques années en fait. C'est en tout cas un discours qui est dominant dans certaines sphères, bien entendu. Moi je parle d'une personne qui traîne beaucoup déjà de 1 sur internet, et de 2 qui en plus a évolué donc dans ce milieu du yoga où il est beaucoup question de passion, de métier passion, et en même temps de cette urgence en fait de sortir du salariat comme en fait un peu la pire chose qui pourrait arriver à quiconque, d'être salarié. Je suis même en fait de plus en plus persuadée que c'est une chance de pas chercher à vivre de sa passion, parce qu'en fait c'est pas aussi merveilleux qu'on ne le croit. Pourquoi en fait ce discours autour de la passion, du métier passion en fait continue d'alimenter nos fantasmes, pourquoi on continue de poursuivre un peu ce rêve, peut-être cette chimère en fin de compte. Si vous cherchez à vivre de votre passion, que ça soit à temps plein ou à temps complet, en tout cas en remplacement d'un CDI par exemple, ça veut dire que vous allez devenir entrepreneur à votre compte, freelance, peu importe comment vous appelez ça, mais vous allez devoir embrasser en fait ce mode de vie en fait qui présente des avantages mais aussi des désavantages. Je pense que maintenant en fait c'est plus facile de devenir entrepreneur parce qu'il y a plus d'outils et de formations en fait notamment à disposition, et je pense aussi, et c'est pas décorrélé en fait de un peu cette émergence des discours autour des métiers passion etc. On a vu en fait beaucoup de vendeurs de rêves sur internet donc qui vendent donc des formations avec des promesses, avec de gros chiffres d'affaires en fait, qui ont créé en fait des formes de modèles de réussite volatiles, comme je l'ai lu dans une newsletter récemment qui s'appelle Carte Blanche, que je vous recommande fortement. Ce sont donc des modèles de réussite volatiles en fait qui sont vraiment basés un peu sur par exemple la crypto-monnaie, ce genre de choses, sur un modèle qui a l'air un peu plus facile, ce qui fait que on a eu la sensation que tout le monde pouvait devenir entrepreneur, sauf que moi je suis assez persuadée que ce n'est pas le cas, parce que la réalité aussi, si on se met à son compte en fait, c'est qu'il va falloir produire et créer même sans envie parfois, que ça soit vendre vos accompagnements, vendre vos créations, vos produits digitaux, peu importe. Le loisir en fait à la base peut perdre un peu son aspect plaisir, parce qu'au final ce n'est plus quelque chose que vous faites dans votre temps libre ou comme un hobby, même si c'est quelque chose qui vous anime fortement. Il y a des jours où vous aurez pas trop envie, par exemple, je sais pas, de donner un cours de yoga, vous aurez pas trop envie de créer, vous aurez plus d'inspiration même par exemple pour créer des bijoux
bijoux, ce genre de choses. Sauf que si c'est votre source principale de revenus, vous avez plus vraiment le choix. Je vous renvoie aussi en fait vers une vidéo d'Ectomorph, qui est une illustratrice que je suis depuis un petit moment sur YouTube et Instagram, qui a pas mal parlé en fait de l'impact de son métier passion en fait, sur sa passion à la base pour l'illustration, et elle s'est rendue compte au fur et à mesure en fait qu'elle ne dessinait plus jamais en fait pour le plaisir. À chaque fois qu'elle dessinait, elle se demandait en fait est-ce qu'elle allait filmer ça pour le mettre sur Instagram, est-ce que ça allait plaire aussi en fait à une audience sur Instagram, et au bout d'un moment elle s'est rendue compte à quel point c'était plus possible en fait pour elle de penser l'illustration comme une passion en fait tant que c'était au cœur de son métier, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a arrêté, que maintenant elle s'est mise plus en créatrice de contenu. Le fait pour ma part d'essayer de vendre en fait le yoga, des cours de yoga, ça m'a procuré énormément de stress quand je repense à cette période, à ces 4 années je pense, vraiment, je dirais que ça fait 2 ans que j'ai un peu complètement arrêté, donc j'ai eu 4 années en fait où j'ai vraiment tenté le tout pour le tout. Le stress venait en fait de la vente, parce qu'en fait il faut proposer une valeur monétaire en fait à ce qu'on propose forcément, et je crois qu'en fait ça se répercute directement en fait sur notre propre perception à la fois de nos compétences et de notre plaisir, parce qu'en fait on prend moins de plaisir à faire ce qu'on ne réussit pas, ce qui ne marche pas, qui ne performe pas en fait. Et comme je vous disais en fait, devenir indépendant c'est prendre aussi tout le package, tous les avantages, les désavantages, à savoir qu'en fait la réalité aussi de l'indépendance, en tout cas en France, c'est que la plupart des personnes qui se lancent à leur compte en fait sont en situation de précarité. Beaucoup en fait arrêtent au bout de 2-3 ans, etc. C'est aussi une réalité dont on parle peut-être pas assez en fait, tout simplement, et parce qu'il faut avoir vraiment le goût du risque en fait face notamment à l'incertitude, aux fluctuations en fait de revenus qui sont somme toute assez naturel dans ce genre de milieu. En fait, peu importe un peu ce que vous faites, il faut garder une certaine régularité aussi, une certaine rigueur en fait, et tous les désavantages aussi qui vont avec le fait que ce soit assez difficile d'avoir un chômage, pour ne pas dire impossible, les arrêts maladie, il n'y a pas de congés payés aussi. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre en compte et qui peuvent venir effriter en fait notre rapport à notre passion, parce qu'en fait au final on se rend compte que ce qu'on pensait être le cœur de notre métier devient au final juste un petit pourcentage de notre temps, parce qu'à côté il y a plein d'autres choses à gérer. Même si bien sûr je vous présente l'indépendance avec ce regard-là, je pense aussi qu'il y a énormément d'avantages en fait. C'est ce qui fait personnellement moi que je reste à mon compte et que je ne compte pas pour l'instant retourner à temps plein, en tout cas au salariat. Je pense en fait que cette envie, cet élan général qui se passe depuis quelques années d'entreprendre dans des milieux passion est aussi alimenté en fait par une idéologie productiviste. Dans le fond, en fait, au-delà de vouloir mettre sa passion plus au centre de sa vie, il y a l'idée de rentabiliser son temps libre. En tout cas, on a accepté cette idée-là, de rentabiliser son temps libre. On voit que le productivisme, en fait, dans lequel on baigne déjà, s'est immiscé, en fait, au final, dans toutes les sphères de notre vie, dont la sphère personnelle. On voit pas tant ça comme une contrainte, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de plateformes, les réseaux sociaux aussi, en fait, qui nous aident à vendre directement, que ce soit ses créations, ses produits digitaux, ses accompagnements, etc. Et en même temps, on a l'omniprésence aussi de l'IA qui est censée faciliter notre efficacité, mais il y a toujours en fait cette logique de soit gagner du temps, mais gagner du temps pas pour avoir du temps libre, mais pour pouvoir faire d'autres choses, pour pouvoir faire plus de choses. En tout cas, c'est pareil, c'est un discours qu'il y a autour de l'IA, et je voulais en parler en fait parce que je pense que ça influence énormément en fait le fait que beaucoup de personnes sautent le pas de l'indépendance en se disant que ça va être facile, et aussi en se disant que pourquoi pas en fait monétiser son temps libre, sa passion à la base qui était dans son temps libre. Je pense que le temps libre en fait a perdu de sa valeur, notamment en fait avec les écrans. Je suis la première à énormément traîner sur internet, et au final on se rend compte en fait à quel point on passe du temps à scroller. Il y a vraiment cette fameuse guerre de l'attention sur laquelle je vais pas revenir parce que je pense qu'il y a eu, vous avez peut-être sûrement entendu 10 000 fois cette idée là en fait. On baigne dans la surinformation, tous ces écrans grignotent notre temps libre. J'ai l'impression qu'on décide un peu moins au final de ce qu'on veut faire. Le temps libre du coup perd en qualité, il perd en sa qualité en fait d'espace de repos, d'endroit où se recharger en fait, et vu qu'il a perdu en qualité, en valeur en quelque sorte, je pense qu'il est plus facile de se dire qu'on va essayer d'en tirer profit. L'idée en fait de vouloir en tirer profit est devenue plus évidente, moins étrange en fait, que d'essayer à tout prix en fait de protéger son temps libre. On a finalement en fait accepté de laisser notre temps libre être grignoté donc par à la fois les écrans, mais aussi en fait par cette logique d'efficacité,
idée de rentabilité aussi. Et le temps libre, en fait, ne devient plus l'endroit pour les loisirs féconds, qui est l'osium. C'est un terme que j'ai découvert il y a pas si longtemps et que j'adore et que je voulais vous partager, en fait. Cette idée d'osium, en fait, qui est largement développée dans un livre de Jean-Miguel Pire, à chaque fois je veux l'appeler Jean-Michel le Pire, qui s'appelle L'Osium du peuple, que je vous recommande, c'est un tout petit livre, et qui propose en fait un sorte d'historique du temps libre, donc en fait comment on occupait notre temps avant, comment on l'occupe maintenant, en fait, quelle place il prend au final dans notre vie, sachant que les Grecs à l'Antiquité, en fait, le loisir, cette idée de loisir fécond, d'osium, en fait, était placée comme une des activités les plus importantes, on va dire, parce que ce temps libre où on pratique en fait des loisirs qui nous sont agréables, des loisirs qui nous font réfléchir, en fait, favorise la sagesse et la connaissance, qui était importante donc pour les Grecs, et ce qui est bénéfique en fait pour le bien commun. Et donc toute l'idée en fait de l'osium, de se réapproprier des loisirs en fait qu'on ne monétise pas, mais qui nous permettent d'avoir des sortes de soupapes, d'avoir des espaces en fait où soit se relier aux autres, soit se relier en fait à une forme méditative d'exercice, de discipline en fait. Je crois que c'est quelque chose que j'ai envie de personnellement plus valoriser dans mon temps, et donc qui vient un peu en contradiction avec l'idée au final de monétiser sa passion. En fin de compte, on a vraiment accepté de négocier notre temps libre pour une bonne raison. Vous le voyez vous-même à l'actualité, on en parle assez souvent de cette question de pouvoir d'achat, d'impossibilité pour certaines générations à accéder à un bien immobilier en fait, parce qu'on se rend compte que travailler ne suffit plus. J'avais écouté un podcast et je vous renvoie vers cet épisode, je crois que c'est en 2 parties, d'un podcast Vlan. C'est un économiste qui me semble qui parlait en fait de ça, en tout cas de la dégradation à la fois du pouvoir d'achat en France notamment, l'augmentation voilà de l'immobilier, etc. On a la sensation, et c'est réel en fait en vrai, que travailler ne suffit plus, ce qui peut amener en fait à penser que, à défaut d'être plus riche ou plus riche matériellement même en fait, autant être épanoui en mettant au centre en fait de notre vie une activité qui nous plaît. Il y a une crise de sens plus générale en fait qui se ressent bien sûr dans le monde du travail. Plus en plus de personnes qui se reconvertissent, on n'est plus du tout sur une espèce de linéarité, j'arrive pas à dire ce mot, peu importe. C'est plus aussi linéaire on va dire, c'est-à-dire études puis CDI puis retraite en fait. On voit beaucoup qu'il y a de la reconversion, des gens qui veulent retourner vers des métiers plus manuels parce que cette quête de sens et cette crise de sens en fait alimente une sorte de crise existentielle qu'on ne peut plus ressentir, qu'on veut plus ressentir, et sauf que le travail prend une place tellement importante dans notre temps qu'il faut absolument qu'à minima ce travail ait du sens, qui poursuive par exemple un idéal commun, une vision commune en fait, ou en tout cas qui répondent à nos valeurs profondes. Je crois aussi, sans l'avoir vraiment vécu parce que je n'ai jamais travaillé dans des bureaux etc., que le télétravail aussi qui est beaucoup plus poussé depuis le Covid en fait, a fait que le travail lui-même en fait a perdu son rôle un peu de lien, de mise en lien en fait, même si je sais aussi, et j'ai entendu des personnes autour de moi en parler, que ça a été un soulagement pour beaucoup en fait de ne plus se rendre sur un lieu de travail, de regagner du temps à la maison notamment, et aussi de ne plus voir certains collègues ou de ne plus subir en fait une hiérarchie un peu trop présente. Mais il y a une part de moi en fait quand même qui se peut pas m'empêcher de penser en fait que le travail avait quand même ce rôle de lien social, qu'il faut maintenant en fait le remplacer. Je vous parlais d'ailleurs de l'IA, et bien sûr que l'IA affecte en fait notre rapport au travail, puisqu'on sait très bien qu'il y a des métiers qui sont en danger en ce moment même, et ça va pas aller pour le mieux je pense. J'avais lu un livre qui s'appelle Un monde sans travail de Daniel Susskind, je sais pas comment on prononce, c'est un anglais, qui notamment parlait donc de toutes des évolutions en fait de certains métiers à travers l'histoire, parce que est-ce que l'IA est un moment particulier dans l'histoire du travail? Elle représente quand même une révolution comme a pu l'être la révolution industrielle en fait, qui a également remplacé certains métiers, mais pour lui, en l'occurrence, ça va un petit peu plus loin, fait que il faut repenser en fait une société où il y aura des personnes peut-être qui ne retrouveront pas du travail aussi facilement, et peut-être donc renouer en fait avec l'idée d'un revenu universel en fait, peut-être qui permettrait d'ailleurs en fait au final de vivre de sa passion sans avoir à vraiment subvenir à ses besoins grâce à elle, peut-être. Pour revenir quand même à la question de vivre de sa passion, cette perte de sens, en fait, elle peut bien sûr affecter notre passion même. Je vous en parlais, en fait. J'ai pas vécu, en fait, cette tentative de vivre du yoga comme un échec, parce qu'en fait, mon intérêt pour la discipline même, en fait, c'est délité, c'est affaibli. J'ai perdu, en fait, du sens dans ce milieu, dans ce monde du bien-être, dans ce milieu du développement personnel, parce que j'observais, en fait, de plus en plus des dérives New Age, sans parler de dérives même, mais en tout cas des discours qui me plaisaient pas forcément. Je pense une représentation
version un peu de la prof de yoga, du yoga et tout, qui me parlait pas vraiment, tout en me raccrochant à ce moment-là en fait à des voix qui dénonçaient certains principes autour voilà de l'individualité, hors sol, un peu hors contexte. Mais je pense qu'en fait le problème des discours qui venaient en opposition auxquels je me suis raccrochée, comme je vous disais, ne proposait pas en fait d'horizon positif à mes yeux ou de vraies alternatives. Je pense que c'est le gros problème qui s'est passé, qui a créé un peu cette désillusion et ce ras-le-bol en fait, tout simplement parce que je me suis vraiment demandé en fait à quoi bon rester. Enfin voilà, je perdais, il y avait plus le sens que j'y trouvais, même si je pense que ça fait encore du bien. Je propose encore des cours de yoga à l'occasion de stages de cuisine que je co-organise. J'adore le faire en fait parce que j'aime encore cette idée de pédagogie au-delà de la discipline. On peut vraiment différencier les deux, mais là c'est vraiment une autre question entre la pratique, le fait de pratiquer personnellement et en même temps le fait de transmettre, d'enseigner. Ce sont quand même deux choses assez différentes et pour le coup j'aime encore enseigner, mais j'ai plus du tout envie en tout cas que ça soit un de mes revenus principaux. Je ne cherche absolument pas ça. Si vous ressentez l'envie de vivre de votre passion, n'ayez pas peur ni de l'échec en fait, ni de l'envie d'arrêter, parce que ce sont deux choses réelles. Bien sûr, l'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de vous empêcher, mais c'est plutôt d'apporter un regard en tout cas sur ce discours encore une fois ambiant, où est-ce qu'il prend racine, pourquoi on pense ce qu'on pense. C'est toujours un peu le moteur, on va dire, qui me poussait en tout cas à faire des vidéos et pourquoi aussi j'ai envie de revenir ici. La passion peut s'éteindre parce qu'en fait on est nombreux et nombreuses en fait à être traversés par des lubies qui vont et qui viennent. Très sincèrement, je suis assez admirative des personnes qui restent je sais pas, qui font par exemple, qui sont profs de yoga depuis 20 ans, ou qui font même un métier depuis 20 ans. Je trouve ça assez dingue. Par exemple, moi-même, je me pose des questions autour de la cuisine. Ça sera peut-être l'objet d'une vidéo future si jamais j'arrête en fait. Même si je compte pas arrêter tout de suite, mais je compte un petit peu ralentir, ou en tout cas réduire mon temps de travail en cuisine. Je voulais juste aussi en fait peut-être avoir ce discours un peu rassurant dans le sens où il y a aussi une forme de soulagement, même énorme, en tout cas à titre personnel. Ça m'a procuré un gros soulagement en fait de réaliser que je ne cherchais plus à vivre du yoga, même si ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça n'a pas été une décision prise du jour au lendemain, ça s'est plutôt fait dans le temps, de manière progressive, sans forcément m'en rendre compte en fait. Et des fois je me demande d'ailleurs en fait à quoi ma vie ressemblerait si j'avais percé, si j'avais réussi dans ce milieu. Est-ce que je serais encore passionnée de yoga? Peut-être que je me serais beaucoup plus intéressée à l'enseignement, à la pédagogie, comme je vous parlais, mais ce n'est pas le cas. Peut-être que dans 5 ans je redeviendrai prof de yoga, ou en tout cas un peu plus que je le suis maintenant. On verra. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo, ce podcast, peu importe comment vous écoutez ou regardez ce contenu, vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous-même vous avez essayé de vivre de votre passion, si vous êtes en train de le faire, qu'est-ce que vous ressentez à propos de tous ces discours, de votre propre expérience en fait. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à la newsletter qui est le prolongement un peu de cette chaîne, qui s'appelle aussi La Nourrissante, où je partage des chroniques et une fois sur deux, plutôt voilà un pêle-mêle de choses culturelles, d'intérêt, d'objets culturels, on va dire, que j'ai apprécié. Pour vous faire un petit topo quand même, l'objectif c'est de revenir une semaine sur deux sur cette chaîne et les autres semaines, une semaine sur deux en newsletter. Donc abonnez-vous à tout ça, abonnez-vous à La Nourrissante si ce genre de contenu vous plaît. Merci encore pour votre temps et votre confiance et je vous dis à très vite.